Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci de votre fidélité. Nous accueillons ce matin au restaurant Le W Jérôme Talon, 45 ans, cadre administratif, directeur de cabinet à la mairie de Bagnols-sur-Cèze et référent de La République en marche. Sous l'œil attentif de bébé Benjamin Baron à la vision, Michel Monteil et son crayon bien appointé, accompagné de France Pélicano à la photo et responsable de la communication, et d'Amélie Paillet, notre maquilleuse. Notre prochain invité sera Daniel Richard, candidat à la mairie de Nîmes. Il est temps pour moi d'aller rejoindre notre invité Jérôme Talon. A tout de suite. J'aime bien débuter l'émission par une citation, mais aujourd'hui je vais vous en proposer deux. En politique, on n'est pas libre dans son parti. On est prisonnier des idées, surtout des autres membres. À la fin, celle-ci de citation est de Martin Luther King. À la fin, nous nous rappellerons pas des mots de nos ennemis, mais le silence de nos amis. Bonjour Jérôme Talon. Bonjour. Sois le bienvenu dans l'émission. Merci. On se tutoie, hein? Ah, on se tutoie. Il n'y a pas de problème, on ne fait pas de chichi. Non, on on évite. Je sais que toi, tu es un homme simple et que tu n'as pas l'habitude d'avoir ta langue dans ta poche. Exactement. Parfait. Alors, tu étais au Parnasse samedi soir. Était-ce pour soutenir David Tébib ou Lussam? Les deux, mon capitaine. Les deux, parce que d'abord, évidemment, supporter de l'USAM et puis supporter de David Tébib, président de l'USAM. Donc à ce titre-là, évidemment que j'étais dans la salle avec un match de Coupe d'Europe formidable. Après le message, j'ai jamais caché mon amitié et mon soutien à David Tébib. Politiquement, on sait où je suis aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Il n'y a qu'un candidat à Nîmes pour La République en marche. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors à Bagnols, le loup est en train de sortir du bois. Il y a danger avec l'extrême droite, non? Que deviendras-tu en cas de défaite du maire actuel de Bagnols-sur-Cèze? Il n'y aura pas de défaite du maire actuel parce qu'il va gagner l'élection à Bagnols-sur-Cèze. Un, parce qu'il a fait un gros travail. Et puis si jamais il y avait une défaite, eh bien, écoute, je ferai comme des milliers de personnes qui perdent leur emploi et je chercherai un autre emploi ailleurs, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas ma personne qui intéresse pour le moment les Bagnolais. Je pense qu'ils sont très intéressés par ce qu'a fait le maire encore une fois et ce qu'il propose. Donc moi, je suis assez confiant pour Bagnols-sur-Cèze. D'accord. Donc tu es directeur de cabinet du maire de Oui. Bagnols et tu as une autre fonction aussi à l'Aglo. Alors je suis et directeur de cabinet à mi-temps. Et à mi-temps, je suis aussi sur l'agglomération. Je suis conseiller du président de l'agglomération sur toutes les questions environnementales. D'accord. Et tu es vice-président ou président d'une association, l'ADA, non? Ah non, c'est fini C'est ça. fini, L'ADAR, j'étais membre du conseil d'administration de l'ADAR, c'est une association d'aide à domicile. Alors franchement, là, mes fonctions étaient limitées. J'étais dans le conseil d'administration parce qu'on m'avait sollicité pour y rentrer. Après, j'ai absolument pas, c'est pas moi qui faisais le travail dans cette association-là. Il y a une équipe très motivée qui a fait du très bon boulot, mais je n'y suis plus depuis. Bon, alors, on va parler du national, on va parler du régional, des municipales. Alors, il s'en passe des événements en France. En fin d'année, l'État met en place la réforme des retraites, causant ainsi des grèves insupportables pour tout le monde. Et maintenant, ils attendent, avec ce virus qui se propage un peu partout, pour annoncer encore et passer avec le 49.3. Est-ce qu'ils le font exprès? Alors moi, je ne crois pas à la corrélation entre le 49.3 et l'arrivée du coronavirus. Le coronavirus, c'est une question de santé, c'est important, il faut le gérer. Et je pense que pour le moment, le gouvernement et nos services de santé, parce que c'est ça qui est important, c'est que les experts gèrent bien cette crise-là. Il faut évidemment être très attentif. Après, le 49.3, il arrive, on ne peut jamais se satisfaire du 49.3. Le 49.3, il a été utilisé dans toutes les mandatures. Dans toutes les mandatures, et c'est un outil constitutionnel. Donc, il faut arrêter de râler contre le 49.3. Il existe, il n'y a rien d'illégal. Évidemment qu'il faut l'employer le moins possible. Mais aujourd'hui, l'obstruction parlementaire, c'est insupportable également. Quand on veut vraiment porter des amendements et travailler sur le fond, je crois que les Républicains et le Parti Socialiste à l'Assemblée étaient prêts à faire ça, à porter des amendements sur le fond. Mais quand vous voyez que l'essentiel des amendements portés par le Parti communiste et la France insoumise, c'est des virgules, c'est des adverbes, c'est des synonymes qui font qu'on va passer du temps dans l'hémicycle pour évoquer ce genre de choses. Donc ça veut vraiment dire qu'on va faire de l'obstruction pour retarder le plus possible la mise en place de cette réforme. Cette réforme, je comprends qu'on puisse ne pas être d'accord,
Il y a eu des mouvements, les syndicats, du travail qui est fait. Ça fait 1 an et demi que nous travaillons sur le sujet. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on nous dise qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de débat. Et on est où dans cette démocratie? C'est quoi tout ce qu'on a eu depuis 18 mois, ce travail qui a été porté par Jean-Paul Delevoye, qui a quitté certes son poste, mais il n'empêche qu'il a été porté aussi par les syndicats, il a été travaillé par l'ensemble des partenaires sociaux, il a été travaillé aussi par des parlementaires, par La République En Marche, mais aussi par les autres partis politiques. Il a été contesté dans la rue, évidemment. On n'est pas sourd à ce qui se dit et à ce qui se passe. Par contre, la démocratie, pour moi, représentative, c'est ça aussi. Les gens ont voté en 2017. Et quand Emmanuel Macron a annoncé qu'il réformerait les retraites et qu'il y aurait la fin des régimes spéciaux, je ne crois pas qu'il ait ni menti, ni dit qu'il ne le ferait pas. Il est en train de faire ce pourquoi il a été élu. Et je crois qu'en France, notre gros problème, on a la chance, on peut ne pas être d'accord avec lui, on a la chance d'avoir un président de la République qui dit et qui fait ce qu'il a dit. Je veux bien qu'on ne soit pas d'accord, mais enfin, on a quelqu'un qui fait ce qu'il a dit. Donc, soyons quand même assez logiques. La démocratie, c'est ça. C'est aussi pouvoir s'exprimer, dire non. Il y a des parlementaires de l'opposition. Je crois même que, jusqu'à preuve du contraire, dans les 15 jours de débat qu'il y a eu jusqu'à aujourd'hui, il y a un amendement communiste qui avait été adopté, quelques amendements de l'opposition qui avaient été adoptés. Donc ça prouve bien que si on travaillait vraiment sur le fond, eh bien oui, on serait allé jusqu'au bout et il n'y aurait pas eu besoin du 49.3. Tu as la France Insoumise également, qui quand même est bien présente là-dedans, qui apporte une contestation importante. Eh bien, le problème de la France Insoumise, c'est pour moi, c'est les gens qui ne veulent pas construire. C'est les gens qui ne veulent pas de notre République. Et moi, je ne peux pas admettre ce genre de choses. On est dans une République et on a la chance quand même d'être en France. Il faut regarder quand même ce qui se passe dans le monde. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'en France, on aurait quasiment une dictature quand on entend la France Insoumise. Et qu'ils regardent ce qui se passe dans le monde. On a la chance d'avoir une République démocratique où chacun peut s'exprimer, où on peut faire de la caricature, où on peut se prononcer librement sur les réseaux sociaux. Et on voit malheureusement ce que ça donne quand on se prononce trop librement de temps en temps. Donc je crois quand même, il ne faut pas non plus dire n'importe quoi. Et la France Insoumise nous amène tout le temps, non seulement sans proposition. Le seul but, c'est quoi? C'est en faire tomber le président. Le président a été élu pour 5 ans et il sera président pour 5 ans. Concernant les caricatures, je vais rebondir sur ce que tu me disais, il faut quand même voir que tout le monde n'est pas libre. On regarde Charlie Hebdo, ce qui s'est passé quand même. Bien sûr, mais qu'est-ce qu'il y a eu en France, malheureusement, après ces attentats? Et j'allais dire, le sursaut, il a été là. C'est de dire, mais on ne craint pas. La pire des choses serait qu'on interdise les caricatures, qu'on tombe dans le piège tendu par les extrémistes de tous bords. Et on n'est pas tombé dans ce piège-là. Et la France a été forte. Et à l'époque, là, il faut rendre hommage au président François Hollande, qui vraiment a fait ce qu'il fallait pour préserver la démocratie à ce moment-là. Parce que c'était ça, l'enjeu, la République et la démocratie. Hollande l'a préservée. Derrière, Macron continue de la préserver. Tu sais que tu es en train d'être caricaturé, là. Hein, je n'en doute pas. Par Michel Monteil. Bien. On verra les résultats. Tu verras. Alors, tu as dit mon engagement au sein de la République En Marche, c'est de redonner de la crédibilité à la parole politique en disant ce que l'on fait et en faisant ce que l'on dit. C'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Exactement, c'est-à-dire que pour moi, la pire des choses, pourquoi j'ai quitté le Parti Socialiste? Simplement, pourquoi je l'ai quitté? Parce qu'en fait, on s'est arrêté au milieu du gué sur les réformes. Et que ce pays, malheureusement, tous les présidents qui sont passés avant Emmanuel Macron, se sont arrêtés au milieu du gué. Les deux, pour moi, qui étaient les plus réformistes, c'était Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui se sont succédés. Ah, François Hollande, tout bien sûr, parce que Nicolas Sarkozy s'est arrêté dans ses réformes, il a plié, alors que c'est quelqu'un qui donnait l'image de quelqu'un qui ne plierait pas, qui avancerait, qu'on partage ou pas. Je ne partageais pas du tout ce que proposait Sarkozy. Sauf que par contre, il avait été élu pour réformer sur un programme, et il n'a pas tenu son programme. François Hollande, de la même façon, a fait de la fiscalité, la réforme de la fiscalité, la pierre angulaire de son programme. C'est pas à ce titre-là que je l'avais soutenu. La réforme de la fiscalité, elle n'a même pas commencé sous François Hollande. Elle n'a même pas commencé. Donc, pour moi, je crois vraiment qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir quelqu'un qui fait ce qu'il a dit. On peut ne pas être d'accord, encore une fois, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par contre, laissons-lui aboutir à son programme. Maintenant, dans 2 ans, on se retrouvera. Les Français auront un choix dans 2 ans. Donc, ce que Nicolas Sarkozy n'a pas pu mettre en place, Emmanuel Macron l'a fait. La réforme des retraites, par exemple. Ah ben oui, mais alors, celle prévue par Nicolas Sarkozy, c'était pas exactement la même. Elle était plus sur un allongement très clairement écrit de la durée du travail. Là, aujourd'hui, dans la réforme qui est proposée, il me semble que le cadre général et l'objectif
sont bons. Après, derrière, dans les détails, c'est là où je regrette cette absence de débat parlementaire. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on va priver d'un travail les parlementaires sur ce sujet-là qui est très important, l'âge pivot, la durée, le point d'indice, comment on va le calculer. Alors évidemment, il y a la conférence de financement qui va arriver, c'est ça qui va déterminer comment on calculera le point d'indice et l'évolution. Mais l'objectif principal de la réforme, il était très clair, c'est de dire il faut de l'équité. Il faut remettre de l'équité dans ce système. Arrêtons avec notre côté égalitaire, c'est n'importe quoi. On ne peut pas de l'égalitaire en France, c'est pas possible. Ce qui veut dire que ceux de la SNCF ne méritent pas leur retraite au même titre qu'un maçon, par exemple. C'est pas ça. On peut imaginer quand même que tous les métiers ont évolué et aujourd'hui il y a encore de la pénibilité. Bien sûr qu'il y a de la pénibilité et ce critère-là, le débat parlementaire aurait pu permettre d'aller jusqu'au bout sur la pénibilité. Mais cette obstruction qui a été menée par la France Insoumise notamment, ne le permet pas. Donc le travail il va continuer à se faire. Attention, tout n'est pas arrêté avec le 49.3. Ça passe au Sénat maintenant. Oui. Et les sénateurs, moi je fais confiance aux sénateurs. On peut les critiquer, les sénateurs, mais globalement, il y a une chose qu'ils ne font pas, c'est l'obstruction parlementaire, les sénateurs. En général, le travail se fait. Non, mais le travail se fait surtout. Et puis moi, j'attends de voir un peu ce que va faire le Sénat. Et puis derrière, il y a une deuxième loi, la loi organique, qui elle ne peut pas passer par le 49.3. Et celle-là, c'est sur l'application après de la réforme de retraite. Et il y a des détails qui vont être portés par la loi organique. Et donc, ça, effectivement, cette loi-là, elle va être discutée à l'Assemblée et au Sénat. Et donc, il faut absolument que ce débat soit serein. On peut encore une fois ne pas être d'accord. Moi, l'objectif, il est tenu. Il faut qu'il y ait un seul système de retraite. Il faut arrêter avec tout le monde était d'accord. Tout le monde était d'accord. Tout le monde était d'accord que les systèmes de retraite trop différents, avec ceux qui avaient la chance d'avoir une caisse qui était hyper excédentaire, mais de façon conjoncturelle, parce que je les entends. Tous ceux qui ont des magots de côté qui disent « Ah mais nous, on ne veut pas que ça refonde dans le système général ». Ça, je peux l'entendre, et ça se négocie d'ailleurs, pour qu'il y ait des caisses qui soient avec des mutuelles, quelque chose qui pourrait des complémentaires, pas des mutuelles, mais des complémentaires qui pourraient être ajoutés sur telle et telle profession, à partir du moment où elles ne sont financées que par la profession, et pas par le pot général, et moi, je pense que ça, on peut le maintenir. Mais sauf que c'est facile de dire ça quand on a la caisse qui est excédentaire. Les régimes qui sont hyper déficitaires, et la SNCF aujourd'hui, c'est catastrophique sur le financement. S'il n'y a pas le système général pour sauver, comment on fait? Donc moi, je veux bien tout entendre, mais moi je suis là pour que l'ensemble des retraites soit garanti pour tout le monde. Et puis un dernier point quand même sur ces retraites, parce que quand même, je veux bien qu'on accuse Emmanuel Macron d'être le président des riches, qui a toujours aidé les entreprises, ceux qui auraient de l'argent, les entrepreneurs et pas les autres. Dans ce système de retraite, on propose un minimum de garantie à 1 000 euros. À 1 000 euros. Aujourd'hui, c'est 600 balles pour des gens. À 1 000 euros, on ne vit pas. Je suis d'accord, on ne vit pas. Mais c'est quand même mieux 1 000 euros que 600. Et les mêmes qui, soi-disant, défendent les plus modestes, tout ça, ne veulent pas de ce système-là qui garantirait les 1 000 euros à minima, notamment pour les agriculteurs. Soyons sérieux. Bien, allez, avançons un petit peu, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Ah oui, mais moi je peux parler pendant des heures. Je sais bien. Alors, pour être référent, fallait-il être obligatoirement référent La République En Marche, fallait-il être obligatoirement socialiste? Fallait pas être obligatoirement socialiste, heureusement. Par contre, si on regarde globalement en France comment s'est constituée la République En Marche, effectivement, beaucoup venaient du Parti socialiste, beaucoup, mais pas la grande majorité, mais beaucoup, 50%. 50%. Tu as dit la République En Marche est un vivier d'anciens socialistes. Mais bien sûr, mais tous les réformistes du Parti socialiste sont partis du Parti socialiste. Forcément, le Parti socialiste n'a plus rien de réformiste. Le Parti socialiste est en train de s'enfermer dans une posture très à gauche, où il n'est pas le meilleur, puisque pour le très à gauche, il y a la France Insoumise et le Parti communiste qui sont bien meilleurs que le Parti socialiste. Donc c'est Hollande qui a tout perturbé là-dedans. Sa politique n'était pas très bonne. Je crois surtout il a souffert de ces personnes qui ont été élues pour défendre une politique et qui derrière n'ont rien respecté en étant des frondeurs derrière. Et ça a été la première pièce qui a fait que ça a tout dérivé. Derrière, effectivement, Hollande n'a pas été extraordinaire sur la fin de son mandat. Bien. Alors, quels sont tes rapports avec Françoise Dumas? Parce qu'on n'entend pas trop parler d'elle en ce moment. Elle est toujours dans ça. Pardonnez-moi. Elle est toujours dans ça. Pardonnez-moi. Tu vois, tu accroches. Elle est toujours dans sa piscine. Tu fais un jeu de mots sur la piscine. Ça, je lui souhaite de régulariser ça parce que ça, c'est des sujets franchement qui ne devraient même pas exister. Donc c'est à elle de le régulariser et c'est son problème. Alors que devient-elle cette charmante dame? Eh bien écoute, elle a eu la chance, parce que je pense que c'est une chance d'être élue présidente de la commission de la défense à l'Assemblée nationale. Donc je sais en tout cas qu'elle le prend très à cœur.
et que c'est un sujet effectivement qu'elle a énormément travaillé, donc elle est présidente aujourd'hui de cette commission. Après, il n'y a pas de mystère, on n'a jamais eu de très bon rapport avec Françoise Dumas, ni au Parti Socialiste, ni à La République En Marche. Voilà, on passera pas nos vacances ensemble. Par contre, moi, je fais de la politique. C'est une députée de La République En Marche et à ce titre, je la soutiens comme tous les autres députés. Et quel est ton point de vue sur le rapprochement qu'elle a eu à un moment donné avec Jean-Paul Fournier, avec les Républicains? Alors, il y a eu une petite... si je faisais de la langue de bois, je te dirais joker sur le sujet. Ben, moi, non, je ferais pas de... Je veux dire, pour moi, c'est une erreur d'avoir tenté d'aller chez Fournier et pour se retrouver aujourd'hui à soutenir Yvan Lachaud, parce que ce qu'elle fait sans se montrer trop. Mais elle est avec Yvan Lachaud. Donc voilà, moi, je trouve que c'était pas... Ça n'a pas donné une lisibilité, en tout cas. Et en tout cas, pour En Marche, c'était pas la meilleure des lisibilités à l'avoir. Mais je pense qu'on va reparler de... Oui, on va en reparler. Alors, quel est ton avenir au sein de La République En Marche? Jusqu'à aujourd'hui, je suis le référent. Il y aura des changements de référence, si je ne me trompe pas, en septembre 2020, puisque c'est tous les 3 ans qu'il y a un renouvellement. Vous allez travailler en binôme maintenant, hein, c'est ça? Alors, non pas les référents, c'est les animateurs de comités locaux. Dans la réforme des statuts qui est passée, c'est les animateurs de comités locaux qui seront forcément en binôme homme-femme et qui seront élus par les adhérents du comité. Ce qui est une nouveauté, puisque à La République En Marche, on pouvait créer son comité et s'autoproclamer animateur d'un comité. Moi, je ne me suis pas autoproclamé, moi je suis nommé par la direction nationale. Ça, dans les statuts, ça a été conservé, que tous les référents de France seront toujours nommés par la direction nationale, alors sur candidature, hein, donc il peut y avoir plusieurs candidatures. D'ailleurs, face à moi, il y avait un candidat lorsque j'ai été nommé et confirmé dans mes fonctions. Il y a pas de piston, là. Il n'y a pas de piston, il y a, moi, je ne sais pas si on peut appeler ça du piston, il y a aussi la crédibilité de ce que vous représentez sur le territoire. Moi, je pense que ma crédibilité a été appréciée, et puis mon soutien aussi, parce que si je dis les choses, je les dis clairement, mais moi je ne supporte pas les gens qui s'engagent dans une démarche et dans un soutien à un parti ou à un mouvement, qui lorsque des décisions sont prises se permettent de dire « Ah mais moi je suis un homme libre ». C'est trop facile de faire ça. Les hommes et les femmes libres, tout le monde est un homme et une femme libre, mais quand on s'engage dans un mouvement, on a une liberté qui se met aux bornes du mouvement. Voilà. Et sinon, on n'y est plus dans le mouvement. Et ça m'insupporte, ceux qui en permanence brandissent leur carte de « Ah, mais moi je suis libre ». Ils sont libres de quoi? Ils ont été élus avec l'étiquette La République En Marche, et derrière, ils deviennent libres. Mais rendez votre mandat de député alors, si c'est ça. Il y en a 2 là qui ont rendu leur mandat de député là, hein, récemment. Non, ils n'ont pas rendu leur mandat de député. Ils ont quitté La République En Marche. Ils ont quitté La République mais En Marche. moi, c'est rendre le mandat de député, c'est de dire « Mais je démissionne et je repars devant les électeurs sans l'étiquette La République En Marche ». Et à ce moment-là, je leur dirai « Bravo, là vous êtes vraiment dans vos droits, dans vos bottes ». Banco, bingo. Alors revenons-en aux élections municipales à Nîmes, les Nîmoises. Le maire sortant Jean-Paul Fournier fait toujours la course en tête avec 33% des intentions de vote. Derrière, Johan Gillet, qui lui a dégringolé, mais on ne sait pas s'il va vraiment dégringoler. Il était à 20, il est à 15 maintenant. Daniel Richard, avec sa liste de rassemblement de la gauche soutenue par Europe Écologie Les Verts, il fait 20%. Il a bouleversé un petit peu le paysage politique nîmois. Pas que Nîmois, je crois que là, ce qu'on remarque quand même globalement en France, et je vais revenir à Nîmes rapidement, c'est que l'importance de l'écologie et maintenant la peur sur l'évolution du climat et la peur légitime, hein, parce que c'est que des preuves qui nous sont apportées au fur et à mesure par le concret en fait. Tout le monde se disait oui l'écologie, oh, ben c'est bien, on en met un peu dans tous les programmes, on en fait un peu, si là on plante des arbres, on fait 3 pistes cyclables, on met 2 voitures électriques et ça y est on a fait de l'écologie. C'est bien plus que ça, mais la prise de conscience il faut qu'elle soit mondiale. Malheureusement j'ai peur qu'elle ne soit pas si mondiale que ça. On se l'impose en Europe et c'est très bien, il faut bien démarrer de toute façon, donc c'est une bonne chose. Donc on le voit dans les milieux très urbains, et notamment Nîmes, où effectivement les Verts font évidemment un score dans les sondages qui sont très importants, parce qu'encore une fois, il y a une attente des Nîmoises et des Nîmois sur l'écologie. J'ai pas l'impression qu'à Nîmes, l'écologie soit si absente que ça. Par contre, il faut la ressentir avec des actions très concrètes, et je crois que c'est dans les programmes qu'on peut voir la différence. Et quand vous regardez tous les programmes, globalement, tout le monde maintenant a mis de l'écologie et l'a mis en tête. Ouais, donc, de toute façon, à quoi va se jouer l'élection, à mon sens, dans toutes ces villes comme ça? C'est aussi la prime au sortant. Moi, je vous le dis, parce que globalement, on peut le regarder partout en France, vous le regardez dans la région. Si le sortant a globalement un bilan plutôt pas mal et positif, et franchement, on peut critiquer Jean-Paul Fournier, évidemment qu'il est critiquable à plein d'égards. Mais globalement, les Nîmois, si je comprends bien, considèrent que finalement, ce qu'il a fait, c'est pas si mal que ça. Et que donc, derrière, pourquoi pas, mériterait-il de rempiler. Et alors, 4e, Yvan Lachaud est crédité de 12%. Il était, il y a 15 jours, crédité
de 15%, malgré un an de campagne. Alors, quelles sont les options qui permettent à Yvan Lachaud, effectivement, d'empêcher Jean-Paul Fournier d'être élu maire de Nîmes? Un rapprochement avec les écolos, un rapprochement avec d'autres partis, à ton avis? De toute façon, c'est mathématique. S'il n'y a pas de rapprochement, il n'y a pas de possibilité. Alors, quel rapprochement? Moi, je suis un peu inquiet sur les rapprochements parce que je suis persuadé que lorsqu'on rapproche trop de gens différents, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il faut être clair aussi dans ce qu'on propose. Il faut qu'on soit en accord aussi avec ce qu'on propose. Parce qu'une fusion de listes, si c'est qu'une fusion de listes pour des personnes, avec pour seul objectif de battre Jean-Paul Fournier, pour moi, ce n'est pas un programme. Un projet, c'est porter des idées et se retrouver ensemble. Donc si les listes qui arrivent derrière Jean-Paul Fournier portent évidemment des grands objectifs qui peuvent être communs, alors oui, une fusion peut être réalisée. Si les objectifs sont trop différents, je ne vois pas l'intérêt de faire ça. L'objectif pour moi à Nîmes, il n'est pas juste de battre Jean-Paul Fournier. Pour moi, c'est une hérésie. La seule chose qu'il ne faut pas à Nîmes, c'est que le Rassemblement national n'arrive pas. Je l'ai toujours dit, à Nîmes, il n'y a pas de risque Rassemblement national. C'est quelque chose qui a été agité, notamment par certains Nîmois haut placés en tant qu'élus, bon, qui ont agité. Qui ça? Certains qui défendaient. Dis-nous. François Dumas, pour pas la citer, qui a agité le risque Rassemblement national. Je l'ai toujours dit, il n'y a pas de risque Rassemblement national à Nîmes. Bien sûr que par contre, il faut le combattre. C'est pas parce qu'il n'y a pas de risque qu'il ne faut pas le où il ne faut pas se tromper, c'est qu'il ne faut pas prendre des décisions juste en agitant des chiffons rouges. Et en plus, dans cette vie, les chiffons rouges, on sait les agiter différemment. Donc, il faut vraiment qu'on soit serein sur le sujet. Moi, je pense que les fusions, si elles doivent avoir lieu, elles doivent le faire autour d'un projet et absolument pas pour une question de personne. Et si toutefois il devait y avoir négociation, est-ce que toi, le responsable, le référent de La République En Marche, a son mot à dire? En théorie, oui. Je vous rappelle que je ne suis pas le chef de file à Nîmes de La République En Marche. C'est Valérie Rovran qui a été désigné chef de file. Moi, je suis là pour m'occuper plus du mouvement globalement dans le département. Si on me demande mon avis, je le donnerai. Si on ne me le demande pas, je le garderai pour moi. On t'a déjà demandé ton avis? Sur le rapprochement, non. Ça, on ne me l'a pas demandé. D'abord, je pense que c'est peut-être un peu tôt déjà. Alors certains, j'imagine bien que les langues sont déjà en train de se prendre pour essayer de voir comment ça peut se faire. C'est très possible. Mais il n'empêche que moi, jusqu'à aujourd'hui, on m'a rien demandé. Et puis voilà, ça fait partie. Puis de toute façon, j'ai pas non plus. C'est pas l'avis de Jérôme Talon qui va faire que. J'ai pas la vérité. Hein. J'ai ma vérité, mais j'ai pas la vérité. La vérité, c'est ceux qui sont les acteurs réellement sur le terrain de cette campagne municipale qui l'ont, la vérité. Et c'est à eux de créer leur propre vérité. Très bien. Alors, David Tébib était ton favori pour l'investiture de La République En Marche. Perdant, il a quitté puis critiqué La République En Marche, l'accusant même d'être un parti comme les autres. As-tu raison? Moi, je pense qu'il se trompe quand il dit que c'est un parti comme les autres. Après, la déception, ça je la comprends parce que il a vécu, et je pense que d'ailleurs, je l'ai toujours dit là, c'est que La République En Marche s'est tiré une balle dans le pied en faisant traîner l'investiture jusqu'au dernier moment. Ça, il n'y a pas eu d'investiture, finalement, ça a été un soutien à Yvan Lachaud. Mais moi, je veux vous le dire, et David Tébib et Yvan Lachaud payent ce qu'a fait La République En Marche de faire traîner. Alors que je me battais pour qu'en juin, on donne une décision, qu'on investisse David Tébib ou qu'on soutienne Yvan Lachaud. Ça, c'était pas le problème. Le problème, c'est qu'il fallait donner un vrai élan de campagne à celui qui avait à avoir de soutien ou à celui qui serait investi. On ne l'a pas fait. Là encore, il y a des gens qui ont joué des jeux troubles pour je ne sais quelle raison, parce qu'à l'arrivée, on voit les sondages, et à l'arrivée, en faisant ça, Jean-Paul Fournier, tranquillement, va à la réélection à Nîmes. Bien. Y a-t-il eu des moments de découragement, et est-ce que est-ce que ça aura été un déchirement pour toi? Tu as dû avaler peut-être des couleuvres, parce que dans ces négociations, on sait très bien que c'est venu d'un peu plus haut, sachant la proximité qu'il y a entre Bayrou et Yvan Lachaud, et donc c'est allé bien plus haut. Donc est-ce que tu as été mis à l'écart, par exemple, et on t'a dit, bon, maintenant c'est nous qui décidons, tu te tais? J'ai pas été mis à l'écart parce que je connaissais les règles. Les règles, c'est une commission nationale d'investiture et un bureau exécutif qui fait des investitures et qui décide des investitures pour les villes de plus de 9000 habitants. Mon avis a été écouté, pas entendu, puisqu'évidemment, c'est le soutien à Yvan Lachaud et pas l'investiture d'David Tébib qui a été retenu. Bien sûr qu'il y a des enjeux d'appareil et que le MoDem a mis une pression. Ce que j'ai dit, c'est que le MoDem a joué un jeu dégueulasse au niveau national, pas local. Parce que localement, je m'entends très bien avec Patrick Chanot, avec les gens du MoDem, il n'y a pas de souci, même si on a des divergences de temps en temps, il n'empêche que c'est des gens très bien.
Par contre, au niveau national, le MoDem a joué le chantage permanent avec La République En Marche. D'ailleurs, c'est pas s'il y avait que Nîmes, c'était rien. Mais il y avait plein d'autres endroits. Et ça, ce chantage-là, on l'a payé évidemment à l'arrivée. On le paye dans le fait que ça on ait retardé nos choix. Et ça, c'est inadmissible. Et c'est là, c'est ce sens où on dit que la REM fonctionne comme un parti comme un autre. C'est que, évidemment, lorsqu'il y a des négociations avec d'autres partenaires, eh bien, de temps en temps, eh bien, oui, il y a des petites couleuvres qu'il faut avaler. Sauf que ça ne me pose pas de souci. Je sais pourquoi je suis référent de La République En Marche. Je dois porter la parole de La République En Marche et des décisions de La République En Marche. Si ça ne me convient pas, je m'en vais, mais je laisse mon poste. C'est parce que ça serait trop facile de dire je ne partage pas, en sous-main de faire tout ce qu'il faut pour ne pas partager. Non, je défends. Aujourd'hui, à Nîmes, il n'y a qu'un candidat soutenu par La République En Marche, c'est Yvan Lachaud. Et ça ne me pose pas de souci. C'était pas mon choix au départ, mais par contre, c'est un choix que je défends parce qu'il a été fait par La République En Marche, dont je suis le représentant. Si ça ne me plaît pas, je fais autre chose. Parfait. Alors, rappelons quand même que François Bayrou a été ex-ministre de la Justice pendant un mois sous le gouvernement éphémère sous le gouvernement Macron, et surtout président du MoDem. Ça, tu l'as rappelé. Mais il a été aussi ministre de Mitterrand, puis de Chirac, ce qui veut dire, quand on est centriste, on peut voyager d'un gouvernement de gauche à un gouvernement de droite. Ben, la preuve par l'exemple. Hein, voilà. Non, mais l'avantage du centre, on va le dire, c'est que l'avantage du centre, c'est qu'effectivement, il y a la frange la plus à droite de la gauche et la frange la plus à gauche de la droite peut vous correspondre. Donc ça vous permet de pencher dans un sens ou dans l'autre. Ce qu'on reproche d'ailleurs à Emmanuel Macron, c'est d'avoir construit La République En Marche justement avec ce et de droite et de gauche. Et derrière, tant que c'est national, c'est assez facile à gérer. Là, on l'a vu, présidentiel, législatif, ça s'est plutôt bien passé, pas trop de dissidence, tout va bien. Mais dès qu'on arrive au local, c'est forcément des systèmes qui existent dans le grand système et qui n'ont pas du tout la même façon d'appréhender les choses. Et vous avez, dans certains endroits, des droites et des gauches qui s'entendent très bien, et des endroits où c'est la guerre thermonucléaire entre eux. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile d'avoir une unicité sur l'ensemble du territoire. C'est ce qui s'est passé pour les législatives, puisque c'est Philippe Berta qui a été choisi, oui. Alors qu'à la base, je crois que c'était Éric Firwood qui devait être investi, non? Mais qui aurait pu être investi, parce qu'en tout cas, moi, c'est ce que je défendais. J'avais défendu 2 candidatures sur cette circonscription, sauf qu'effectivement, le MoDem a obtenu que cette circonscription lui soit gelée, comme on dit, hein, voilà, des réservations dans les négociations nationales. Il y avait une 50aine de circonscriptions qui devaient être réservées au MoDem. Eh bien, le MoDem a eu la 6e. Et je vais vous faire même une confidence. Marie Sarah a déposé sa candidature sous l'étiquette MoDem. Ce que personne n'a su. Sauf que ça faisait partie des accords. Voilà, point barre. Bon, moi, après, c'est un choix qui a été fait nationalement. Moi, j'aime bien ce genre de discussion. J'aime bien. Alors, comment redorer le blason de La République En Marche? Parce qu'ils sont quand même pas en forme en ce moment. Hein. Ah, c'est effectivement, comme on dit, on a connu mieux. On a connu mieux. Par contre, on n'est pas en forme, mais il faut vraiment pas avoir de la mémoire un peu quand même. Hein. Je trouve qu'on a la mémoire courte. Bien sûr que le problème des retraites et le sujet des retraites cristallise complètement. Mais je rappelle que depuis 2 ans, toutes les réformes qui ont été portées par Emmanuel Macron, avec l'augmentation du pouvoir d'achat, je le rappelle là, depuis le début de l'année, la baisse de la première tranche de l'impôt sur le revenu de 15 à 11%. Personne n'en parle. Tout le monde en bénéficie. Les gens les plus modestes en bénéficient. Mais personne n'en parle. On fait comme si toutes les mesures qui avaient apporté un bonus à ceux qui sont les plus précaires, et toute la partie aussi de la classe moyenne, hein, la classe moyenne qui en bénéficie de ces mesures, eh bien, tout ça, c'est comme si ça n'existait pas, tout simplement parce qu'il y a la réforme des retraites qui cristallise. Alors là, c'est notre faute à La République En Marche parce qu'on est mauvais en communication, on n'est pas bon, on ne sait pas faire passer les choses, on n'a pas assez défendu tout ce qu'on a fait depuis 2 ans et qui sert véritablement au territoire, qui sert aux collectivités, parce que les collectivités aussi, je les entends tous qui disent « Oh là là, c'est terrible les élus qui râlent en disant « Mais on perd des dotations, on perd des dotations ». Sarkozy et Hollande ont été les pires présidents pour les collectivités, ils ont fait baisser toutes les dotations. Emmanuel Macron arrête la baisse des dotations, la DGF arrête de baisser pour les collectivités et on tape sur ce président-là. Et enfin, les gars, un peu de mémoire. Allez, on va avancer parce qu'on avance. Alors parlons des décisions sur la laïcité et les positions du gouvernement, parce qu'il y a quelques temps de cela, la FCPE a créé la crise au sein de tout cela, en disant moi je sors accompagner ma fille, mes enfants, voilà. Mais ça c'était acté déjà. Alors pourquoi ils ont irresponsabilité totale de la FCPE sur ce genre de communication, et pourtant la FCPE a de très bonnes positions aussi, oui. Ils les défendent dans l'éducation, mais franchement, allez remettre de l'huile sur le feu sur ce sujet qui est déjà suffisamment compliqué. Il y a une loi qui existe.
appliquons-la, point barre. Arrêtons de remettre systématiquement des sujets qui divisent les Français et qui surtout ne font qu'une chose, hein, faire grandir le score du Front National. Mais à ton avis, pour quelle raison ont-ils fait ça? Il faudrait leur demander, parce que vraiment, moi, je ne comprends pas qu'ils soient remontés sur le sujet, sauf à avoir parmi leurs membres des gens qui ont intérêt à faire que ce sujet revienne sur la table. Je ne sais pas pour quelle raison. Très bien. Bon, écoute, Jérôme, toi, c'est passé très vite. Hein. Il va falloir que tu me réinvites. Hein. Et on te réinvitera. Après les élections, on te réinvitera. Avec plaisir. Avec ça, plaisir. Ça sera vraiment avec plaisir. Merci. Alors, si tu avais un message à délivrer à toutes les personnes qui nous regardent, à toutes les personnes derrière leur écran, quel serait-il ce message? Je leur dirais que même quand on n'est pas content de ce qui se passe, que ça soit au niveau local ou au niveau national, je crois qu'il faut toujours regarder un peu dans le rétroviseur ce qui s'est passé et toujours peser le pour et le contre. Moi, ce que j'aime pas, c'est les extrêmes. C'est bien pour ça que la France Insoumise et le Rassemblement National, pour moi, c'est pas possible. Travailler avec des gens comme ça, pour moi, c'est vraiment à l'envers de mes convictions. Je crois qu'on a tous un point commun, c'est l'intérêt général. Et une fois qu'on se dit ça, ouais, je dirais ça. Regardons toujours notre position dans le cadre de l'intérêt général. C'est sûr que c'est difficile des fois. Bien sûr que c'est difficile, quelquefois, de se dire qu'on va y perdre un petit peu, soit, mais si c'est l'intérêt général qui gagne, est-ce que ça vaut pas le coup à l'arrivée? Donc c'est ça, à mon avis. Eh bien, écoute, Jérôme Talon, merci beaucoup d'être venu dans l'émission, tête à tête. Merci à toi. C'était une première pour nous. Et puis, longue vie, et qu'on continue bien ce que tu fais. Et moi, j'ai été bien heureux, très heureux, parce qu'on m'avait dit, il n'a pas la langue le bois, il dit ce qu'il pense, et c'est bien. Et moi, j'aime bien. Eh bien, écoute, tant mieux, et à très bientôt. Merci à toutes et merci à tous. Et puis, restez-nous fidèles. Bye bye. Salut. Au revoir, salut.